Donc, j'ai intitulé ma présentation Matière, conscience et socialisme, le matérialisme marxiste. Fait que les travailleurs, en général, là, au jour le jour, on est comme pris dans le quotidien. On est absorbé dans le quotidien. À quoi qu'on doit penser? Ben, on pense à qu'est-ce qu'on va se faire comme souper, on pense à nos affaires de job, on pense à nos tâches ménagères. Le quotidien, il nous absorbe, en fait. C'est des réflexions très mondaines, très rapprochées sur notre environnement. Puis, contrairement à ça, ben, la philosophie, en fait, c'est de reculer de ça, de prendre un instant de recul, de voir le big picture, d'élever notre horizon et de se poser des questions, des grandes questions, en fait. Des questions existentielles. Hein? Est-ce qu'il y a un sens à la vie? C'est quoi le bien, le mal? Comment est-ce qu'on connaît les choses? Et si on n'est pas conscient de notre propre philosophie, ben on finit juste par absorber, en fait, la philosophie qui est autour de nous. Hein? La philosophie bourgeoise, ou dans les universités, la philosophie postmoderne. Si on n'est pas satisfait de comment la société fonctionne en ce moment, ben, il faut se doter d'une philosophie de manière consciente, une philosophie qui permet de changer le monde. Et il n'y a pas de meilleure philosophie pour changer le monde que la philosophie marxiste, le matérialisme dialectique. Si on avait à résumer, c'est quoi ça la philosophie? De quoi ça parle la philosophie? Je dirais, pour reprendre un peu les mots de Engels, que c'est la réflexion sur la relation entre la pensée et l'être, donc la pensée et l'être, la relation entre les idées et la matière, entre l'esprit et le corps. Donc vous voyez un peu la dualité. Et c'est pour ça que dans l'histoire de la philosophie, il y a deux grands camps qui se sont opposés, le matérialisme et l'idéalisme. Et le matérialisme marxiste, que ce soit fait de manière consciente ou non, c'est un peu à la base de toutes les sciences. Qu'est-ce que ça dit le matérialisme marxiste? Ça dit que tout ce qui existe, c'est de la matière. C'est de la matière en mouvement. Il y a un seul monde, hein, le monde matériel, la nature. Tout est en changement perpétuel, en transformation, en évolution. Le monde existe indépendamment de notre esprit. Hein, il y a quelque chose à l'extérieur de notre esprit. Et on peut le connaître, ce monde-là objectif. Notre conscience, c'est un produit de la matière en mouvement. C'est un peu comme la relation entre le tout et la partie. Différentes parties mises ensemble donnent un tout qui est plus grand que juste la somme des parties. Mais c'est un peu ça la conscience. Une totalité qui est plus grande que juste la somme des parties matérielles qui la constituent. Puis nos idées, c'est pas quelque chose qui a été implanté dans notre tête par Dieu, par exemple. Donc, nos idées, c'est un reflet de ce qui se passe dans le monde. Un reflet des processus qui existent en dehors de nous. Donc, l'idéalisme. Qu'est-ce qu'il dit, l'idéalisme philosophique? Il dit que la pensée, l'esprit, la conscience, les idées, tout ça, c'est primaire par rapport à la matière, par rapport au monde matériel. Ça vient avant. Et l'idéalisme philosophique, c'est un peu comme ça que l'humanité a réfléchi pendant ses premières années. Si on regarde les sociétés communistes tribales, les premiers humains, on avait, par exemple, l'animisme. Hein? On regardait, je sais pas, une éclair, la foudre, puis on n'était pas capable de l'expliquer, en fait. Et on va recourir à des explications surnaturelles, mystiques, divines, pour donner du sens à ce qui nous entoure. Les hommes préhistoriques, par exemple, vont peindre des animaux dans des grottes. Et ça avait une fonction. C'était pas juste esthétique. C'était pas esthétique, c'était une façon de conquérir la bête, de s'assurer que les forces de la nature conspirent en notre faveur, puis nous permettent de capturer ces bêtes-là pour se nourrir, en quelque sorte. Donc, il y avait une fonction à cet art-là. Puis la religion aussi avait une fonction. C'était finalement de comment est-ce qu'on peut s'approprier le monde pour survivre, comment on peut le transformer. Mais on va utiliser ces croyances-là, cet animisme, cette mystique pour s'approprier le monde. Fait que c'est très normal que les premiers humains soient animistes, puis qu'ils voient que dans les choses, il y a des âmes, il y a des esprits, il y a des forces surnaturelles. Ça correspond à cette étape dans l'humanité. Si on regarde par exemple les philosophes grecs, on a vraiment un changement important là, qui se produit. Les premiers philosophes grecs, les présocratiques, étaient pour la plupart des matérialistes. Et eux, ce qu'ils cherchent à faire, c'est d'expliquer la nature à partir de la nature. Ne pas recourir à des dieux pour expliquer le monde. Ils veulent utiliser leur rationalité, comprendre le monde matériel à partir du monde matériel. Et cependant, ils étaient quand même assez limités dans leur capacité de faire de la science. Tu sais, il n'y avait pas le microscope ou le télescope. Fait que si on pense par exemple à l'atomisme, hein, Démocrite avait développé l'idée là, que les choses sont formées d'atomes, de parties insécables. Mais pour lui, en fait, c'était une spéculation. Il n'y avait rien qui lui disait ça vraiment, tu sais. Il n'y avait pas les outils pour le confirmer. Donc c'était ça la limite du matérialisme grec, c'était que c'était assez spéculatif en fait, parce qu'il n'y avait pas les outils. Puis là, il y en a qui vont dire la matière primaire c'est l'eau,
d'autres vont dire c'est la terre, le feu, l'air. Donc c'est ce genre de matérialisme qu'on avait. Et en même temps, du matérialisme, il va avoir une forte impulsion vers l'idéalisme philosophique. Pourquoi? Parce que on est dans une société de classe qui vient d'émerger, et il y a une division entre le travail manuel et intellectuel. Les philosophes, ils ont le temps de philosopher parce qu'il y a des esclaves qui font le travail à leur place. Et ça va créer un peu dans la philosophie un genre de divorce entre les idées puis le monde matériel. C'est de là que ça vient l'idéalisme. C'est issu là un peu, cet idéalisme philosophique chez les Grecs est vraiment issu du caractère de classe de leur société. Et on peut le voir avec Platon, par exemple. Pour lui, il y a vraiment un monde séparé du monde matériel, un monde avec des idées, ce qu'il appelle les formes intelligibles. C'est comme des archétypes, des forces qui structurent le monde. Puis toutes les choses matérielles autour de nous, c'est des copies imparfaites de ces idées-là. C'est des reflets imparfaits d'idées pures. Et derrière cet idéalisme philosophique, qu'est-ce qu'on voit en même temps? Qu'est-ce qui se cache quand on enlève le masque? C'est la religion, en fait. Puis les religions, à partir de cette époque-là, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont parler d'une âme éternelle, immaculée, qui a été enfermée dans un corps matériel sale, imparfait et éphémère, puis qu'il faut libérer notre âme après la mort, pour que l'âme aille vers un autre monde, un paradis, etc. Donc ça amène un rejet du corps, des désirs, de la chair. On avait ça chez Platon, on a eu ça dans le christianisme aussi. Et on a eu des tendances vers le mysticisme qui se sont développées à plusieurs reprises dans notre histoire. Souvent à la fin d'un système, à la fin d'un monde. À la fin de l'Empire romain, montée du mysticisme. Fin du Moyen-Âge, montée du mysticisme. Et là, qu'est-ce qu'on a connu à notre époque, depuis les années 60-70, l'émergence de nouveaux mouvements religieux, le New Age. C'est un retour du mysticisme qui annonce un peu la fin d'un nouveau système, qui n'est pas la fin du monde, c'est la fin du capitalisme. Et bien, à la fin de l'Empire, c'est le christianisme qui monte, comme cette idée mystique. Puis le christianisme va se combiner, va fusionner avec l'appareil d'État romain, avec la classe dirigeante romaine, va devenir la religion officielle. Fait que l'idéalisme philosophique devient la religion d'État officielle. Le christianisme va combiner Platon et Aristote, et ça va persister jusqu'au Moyen-Âge. Et c'est l'Église catholique qui va incarner ça, et qui va fournir une justification divine pour l'ordre matériel existant, donc pour les intérêts des seigneurs. Et l'Église, tout au long de l'histoire, va vraiment être un obstacle, en fait, au progrès de la science. Donc, l'Église était hostile à toute nouvelle connaissance. Parce que la connaissance, la science, ça venait briser la superstition religieuse sur laquelle elle était basée. Donc, l'Église mettait de l'avant une foi aveugle, la peur de l'inconnu, et ça, c'est quelque chose qu'on voit souvent chez les religions, se baser sur le mysticisme, l'obscurantisme, les miracles. Et l'Église va vraiment y aller rough contre les scientifiques à la fin du Moyen-Âge. On peut penser à l'Inquisition, par exemple. On va avoir Giordano Bruno, qui va être brûlé en l'an 1600 pour avoir développé la théorie de l'héliocentrisme, que la Terre tourne autour du Soleil. On a Galilée, qui va être forcé de renier son héliocentrisme, mais va quand même s'exclamer à la fin, et pourtant, elle tourne. La Terre tourne. Donc le début de la science moderne va être assez difficile. Et qu'est-ce qui va permettre l'émergence de la science moderne? C'est le développement des forces productives. C'est le développement de nouveaux outils. Le télescope, le microscope. Et ce développement de nouveaux outils de forces productives, c'est le résultat de l'émergence d'une nouvelle classe, la bourgeoisie. Des artisans, des marchands, qui apparaissent dans les cracks du féodalisme. Et cette nouvelle classe-là, la bourgeoisie, va jouer un rôle révolutionnaire dans la société. Elle va entrer en conflit avec les aristocrates, avec l'Église. Sa première attaque contre l'Église va être sous la forme de la réforme protestante. Donc de purifier le christianisme de ses vestiges féodaux. Mais éventuellement, cette bourgeoisie révolutionnaire, en se développant, va aussi développer un matérialisme militant. C'est l'idée que l'humain est la mesure de toute chose, qu'on veut une époque de rationalité, on veut un nouvel ordre de la raison, des droits de l'homme, de la justice, de l'égalité. Et donc là, la bourgeoisie a vraiment un intérêt à briser l'obscurantisme, briser le féodalisme, briser l'Église. Il va se développer l'athéisme, le matérialisme. Et c'était quand même un matérialisme, il faut le dire, assez limité, assez rigide, ce qu'on pourrait appeler le matérialisme mécanique, ou comme Marx va le dire, le matérialisme vulgaire. Ces philosophes-là, ils voyaient le monde un peu comme des horloges. Le monde, c'était une horloge. Chaque chose dans le monde était comme un engrenage dans cette horloge-là. Puis les corps vivants, les animaux, notre corps à nous, c'était juste des machines. Quelque chose de très mécanique, très inerte. Puis quand on regarde le monde de cette manière-là,
ben, on n'arrive pas à faire du sens, on n'arrive pas à comprendre, oui, mais pourtant, il y a du désir, il y a de la pensée, il y a des émotions, il y a de la vie, il y a de la conscience. Donc ce matérialisme-là n'est pas capable de comprendre toute la subtilité et la richesse du monde matériel. Et c'est pour ça que la plupart des matérialistes mécaniques, ils vont aussi admettre l'existence de Dieu et de l'âme, comme Descartes qui disait, ben, on est tous une machine, donc il faut bien un fantôme dans la machine, une âme créée par Dieu. Et donc, le matérialisme mécanique, parce qu'il est limité, fait finalement une retombée directe dans le dualisme, hein, deux principes qui s'opposent, la pensée et l'être, et donc une retombée dans l'idéalisme philosophique. Et étant donné que ce matérialisme n'est pas capable d'expliquer le monde, ben Marx et Engels, ils vont partir de là, mais ils vont dépasser ce vieux matérialisme, ils vont l'enrichir de la méthode dialectique, qui vient des Grecs et qui a été développée par le philosophe Hegel. Et ce matérialisme mécanique, c'est quelque chose qu'on voit encore à l'heure actuelle. Hein. On peut penser à des scientifiques là, qui vont nous dire tout est purement déterminé, hein, le déterminisme universel, il n'y a aucune libre arbitre, aucune liberté, notre conscience c'est juste une illusion parce qu'en fait on est juste composé d'atomes, on est juste un paquet d'atomes. Donc ça c'est vraiment une retombée dans le vieux matérialisme dépassé. Ce matérialiste-là il n'est pas capable de comprendre que quand la matière s'organise, il y a des nouvelles propriétés qui émergent. Puis que la matière inorganique, de elle, émerge la matière organique, et de la matière organique émerge la conscience. Donc c'est ce que permet la méthode dialectique, la philosophie de Marx, le matérialisme dialectique, c'est de voir les sauts qualitatifs qui se produisent dans la matière, puis de voir que le tout est plus grand que la somme de ses parties. Un autre truc important dans la philosophie de Marx, c'est le rôle de la pratique dans la connaissance, le rôle de l'expérimentation. À son époque, on va découvrir l'existence de trois choses importantes. L'atome, que tout est composé d'atomes, l'évolution des espèces, grâce à Darwin, et la cellule, que tout le vivant est basé sur des cellules. Et ces découvertes-là ont été permises grâce à l'expérimentation. Par exemple, avec une plaque photosensible, on shoot des photons sur quelque chose, on peut voir qu'il y a comme une photo d'atomes du noyau qui nous apparaît. C'est en transformant la nature, en jouant avec, qu'on est capable d'en découvrir ses lois. Même chose pour les lois de la chimie. C'est en faisant les expériences chimiques, en bougeant les substances, qu'on en découvre les lois. Et c'est la même chose aussi pour la politique. On apprend les lois de l'histoire, des révolutions, en participant à l'histoire, en participant à la transformation de la société. C'est le travail, c'est la production, l'industrie, l'expérimentation. Transformer le monde, c'est ce qui nous permet vraiment de le connaître. Et donc à ce moment-là, au 19e siècle, avec ces découvertes-là, l'atome, l'évolution des espèces, la cellule, on se retrouve dans le contexte où maintenant Dieu ne sert plus à expliquer le monde. On n'a plus besoin de recourir à des explications surnaturelles. C'est comme si à chaque avancée de la science moderne, Dieu reculait de plus en plus. Et chez ces philosophes de cette époque, il y en avait plusieurs qui étaient ce qu'on pourrait appeler des déistes et des panthéistes. Donc chez les déistes, Dieu finalement, il est juste le premier moteur. Comme Newton, là, Newton ce qu'il disait, c'est que c'est un peu celui qui pèse sur le piton au début, Dieu, tu sais. Si le monde est une horloge, ben il faut un horloger qui cranque la machine. Mais à partir de là, le monde suit son cours. Les lois de la matière s'appliquent, puis Dieu n'intervient plus dans le monde. Donc ça sert à rien de lui vouer un culte. C'est ça le déisme. Et on a aussi le panthéisme, qui est de dire que Dieu, c'est la nature, c'est tout. Tout est Dieu. Donc le déisme et le panthéisme, c'est une transition qui pave la voie à l'athéisme. Et ça, c'est rendu possible par le fait du développement de la science moderne. Donc on en vient au matérialisme dialectique. Qu'est-ce qui nous permet de comprendre? Que les lois de la matière n'existent pas en dehors de la matière. C'est pas comme s'il y avait des lois qui s'appliquaient sur la matière, on se retrouverait un peu avec l'idée de Platon, des formes intelligibles qui organisent la matière. Non, les lois de la matière, c'est les propriétés de la matière. C'est comment la matière se comporte. L'espace et le temps, aussi, c'est des propriétés de la matière. Il n'y a pas d'espace et de temps séparés de la matière elle-même. C'est des modes d'existence de la matière. La matière, c'est aussi de l'énergie. Ça, c'est ce que Einstein nous permet de découvrir avec sa loi E égale mc carré. On peut convertir l'énergie en matière et convertir la matière en énergie. Toute particule de matière, en fin de compte, c'est de l'énergie qui est en vibration et qui forme des liaisons et des relations autour d'elle. Et il y a comme cette poussée dans la matière à former des relations et des liaisons. Et c'est ce qui va amener la matière à se développer. Ils vont avoir des gaz de particules, de poussière qui vont former des nébuleuses, des étoiles, des systèmes solaires, des planètes. Et ces relations vont faire apparaître ce qu'on appelle des phénomènes émergents. Si on prend par exemple l'eau, on a deux atomes d'hydrogène puis un atome d'oxygène. Si on les met ensemble, ça constitue un nouvel élément, l'eau, avec des nouvelles propriétés qui apparaissent. Et aussi, si on prend une molécule d'eau individuelle, elle n'est pas en soi liquide, mais si on prend plein de molécules d'eau et qu'on les met ensemble, à ce moment-là, il y a une nouvelle propriété qui apparaît, la liquidité, qui n'était pas présente à l'intérieur des molécules individuelles.
Donc ce que le matérialisme dialectique nous permet de voir, c'est qu'en fait la matière est tout le temps en train de changer, d'évoluer, de se transformer. Il y a un mouvement perpétuel de la matière. Éventuellement, la matière elle va s'organiser davantage, pas juste des planètes puis des nébuleuses. On va avoir l'apparition de la vie. Et l'apparition de la vie, c'est peut-être la plus grande révolution qu'on a connue dans l'univers, en fait. La vie est apparue sur Terre il y a à peu près 3,5 milliards d'années. Et on sait maintenant comment la matière organique va naître naturellement à partir de la matière inorganique. Dans la soupe originelle, là, dans les conditions propices de l'océan, des océans sur Terre, il y a des particules, des protéines qui vont commencer à se complexifier. Ils vont développer des mécanismes de réplication. Ceux qui sont capables de se répliquer, ils vont persévérer, ils vont être sélectionnés, c'est la sélection naturelle. Ceux qui peuvent pas, ils vont se désagréger. Puis là, éventuellement, ils vont développer des membranes comme des boucliers autour d'elles pour se protéger. Ils vont être sélectionnés positivement par l'environnement parce qu'ils permettent de survivre. Puis là, à un moment donné, puis ils vont aussi essayer de capter de l'énergie, prendre de l'énergie de l'environnement. Et là, à un moment donné, c'est plus juste des molécules inorganiques. On se ramasse avec la première cellule. C'est comme ça que la vie apparaît. Puis là, cette cellule-là, qui est beaucoup plus capable de résister à son environnement, va se multiplier, se développer. Donc, il n'y a pas besoin de recourir à une explication divine ou surnaturelle pour expliquer l'apparition de la vie. C'est une propriété qui est contenue dans la matière. La matière non vivante, de là émerge une matière vivante. C'est le tout qui est plus grand que la somme des parties. Et c'est sous l'effet de ses propres lois que la matière s'auto-organise. Regardons maintenant comment fonctionne un organisme vivant. L'organisme y absorbe de l'énergie dans son environnement, par la nutrition, la photosynthèse, et il rejette une énergie usée dans son environnement. C'est un peu comme un bocal d'eau qui est troué au bas, puis qu'il faut constamment remplir d'eau. Puis là, il se maintient à son même niveau d'eau, ce bocal-là. C'est pas un équilibre qui est statique, comme un étang là, qui est en train de... qui bouge pas. Là. Non, c'est un équilibre qui est dynamique. C'est ça un peu le vivant. Et un organisme va maintenir plusieurs niveaux d'équilibre dynamique, que ce soit le taux de glycémie, la température interne, le niveau d'oxygénation. Tout ça est nécessaire pour survivre, pour pas subir trop les pressions de l'extérieur. Et ça, ce phénomène, c'est ce qu'on appelle l'homéostasie, la capacité de maintenir son équilibre dynamique. Et à l'inverse, l'énergie qui est usée, rejetée dans l'environnement, c'est de l'énergie désorganisée, ce qu'on appelle l'entropie. C'est de l'énergie qui est plus utilisable pour accomplir un travail. Et donc, l'organisme rejette de l'entropie dans son environnement dans le but de diminuer sa propre entropie interne, diminuer sa propre désorganisation. L'organisme, il lutte constamment contre sa propre désorganisation interne. C'est ça la lutte pour l'existence. Puis c'est ça, l'entropie, c'est une tendance dans la matière à laquelle le vivant doit toujours s'opposer. Parce que sinon, il finit par mourir. Il va redevenir inorganique, c'est ça, mourir. Qu'est-ce qui arriverait si l'entropie gagnerait? On peut regarder un peu dans ce qu'on appelle les systèmes fermés. Un organisme vivant, c'est un système ouvert, il y a de l'énergie qui rentre puis qui sort. Un système fermé, ce serait par exemple si on prend un genre de bocal d'eau, puis là, il est complètement hermétique. Il n'y a pas de contact avec l'extérieur. Puis là, on mettait du colorant dedans. Mais là, le colorant, il est séparé de l'eau, puis à un moment donné, le colorant, il se répand partout, puis là, il devient uniforme. Ça, c'est le niveau d'entropie maximale, ce qu'on appelle l'équilibre thermodynamique. Un autre exemple, si on prend un même bocal d'eau avec de l'eau froide puis de l'eau chaude, on le met ensemble, après un certain temps, l'eau devient tiède. S'il est coupé de l'extérieur, il n'y a plus d'input d'énergie, il n'y a plus d'output, il est stable, il reste à cette température, mettons 20 degrés Celsius, il ne bouge plus. C'est ça, c'est la monotonie, l'uniformité, la tiédeur. C'est ça l'entropie maximale. Et ça, pour le vivant, c'est la mort. Il faut lutter pour ne pas atteindre cet état-là. Donc, à l'opposé de la tendance de la matière vers l'entropie et le désordre, il y a une tendance du vivant à devenir de plus en plus complexe. Pourquoi? Parce que l'environnement tente de désorganiser l'organisme. Donc l'organisme, il faut qu'il s'adapte, qu'il évolue. Et pour ça, ça nécessite de se désorganiser partiellement pour se réorganiser. Une manière de se réorganiser pour s'adapter, c'est de se complexifier. C'est-à-dire d'augmenter le nombre de ses composantes, diversifier ses composantes, augmenter le nombre d'interactions entre ses composantes. Donc d'augmenter sa complexité interne pour augmenter ses chances de survie. Et donc c'est ce qu'on voit en fait, c'est que le vivant dans sa lutte pour l'existence doit être poussé finalement à devoir se complexifier. Puis éventuellement, il y a une prochaine étape dans la complexification, c'est l'apparition de la conscience. Même les formes de vie primitives vont présenter des signes de sensibilité, une forme de proto-conscience. On peut parler de l'irritabilité. On voit ça dans des organismes qui vont subir des stimuli de l'extérieur puis qui vont réagir comme une plante qui, devant le soleil, va tourner ses feuilles. C'est pas une conscience, mais c'est une sensibilité, une irritabilité. On voit une conscience qui commence à se développer chez des chats, des chiens, des chevaux, chez les chimpanzés, on a l'impression qu'il y a comme une conscience de soi qui se développe. Puis on peut même étudier une forme de début de conscience chez les fourmis, les oiseaux même. Mais évidemment, plus on s'éloigne de l'être humain, moins on a vraiment affaire à une conscience de soi proprement dite. Et les progrès de la science qui nous ont permis de comprendre, c'est
c'est quoi l'origine physique de la conscience. Donc je disais que la vie est apparue il y a environ 3,5 milliards d'années. Ça a été des êtres unicellulaires pendant très longtemps. Et il y a 550 millions d'années, une grosse explosion dans le monde biologique, l'explosion cambrienne. C'est vraiment une révolution en biologie. On a vu l'émergence de organismes complexes. Donc il y a la branche des chordés, d'où découlent les vertébrés. Donc les vertébrés, là, on a la colonne vertébrale. Ce qu'on a ici, c'est le développement d'une moelle épinière primitive. Et à partir de là, ça va se développer un système nerveux. Et ce système nerveux va se centraliser. Et il va apparaître le cerveau. Et le cerveau, c'est pas juste un organe qui fait genre la transmission d'informations entre les muscles moteurs et les organes de sensibilité. Non, parce que les neurones dans le cerveau, ils font des connexions avec elles-mêmes. Ils interprètent l'information du monde. Et ils se forment des souvenirs, une mémoire. Et ça, c'est nécessaire pour la survie des organismes. Donc, on sait maintenant comment ça fonctionne, le cerveau, hein. Donc, dans les neurones, les cellules nerveuses qui sont en connexion, ben, il y a un influx qui est à la fois électrique et chimique. Donc, au bout de chacune de ces neurones, il y a des synapses. Et là-dedans, il y a comme des poches où il va y avoir des neurotransmetteurs. C'est des éléments chimiques qui vont passer d'une neurone à l'autre, comme s'ils traversaient finalement là, une rivière à la nage. Et là, quand les neurotransmetteurs arrivent à l'autre neurone, ça déclenche une impulsion électrique qui parcourt la neurone et qui s'en va jusqu'à l'autre bout de la neurone pour relâcher aussi les neurotransmetteurs qui partent maintenant à l'autre neurone. Et ça, c'est un processus comme ça à l'infini. C'est comme ça que se crée la connexion, le réseau entre les neurones. C'est comme un langage du système nerveux qui permet de transférer l'information d'une partie du corps à l'autre. Les neurones ne sont pas conscientes, sont pas du tout conscientes, mais mises en relation, ils font apparaître quelque chose de nouveau, une conscience, qui n'était pas présente avant. Hein, le tout est plus grand que la somme de ses parties. Pas besoin de faire intervenir de facteurs extérieurs à la matière, quelque chose de surnaturel ou divin. Et donc avec cette explication-là, ça permet vraiment de casser le carcan mystique, idéaliste, qui voit la pensée, la conscience comme quelque chose de mystérieux et inexplicable, séparé du fonctionnement normal de la nature et des fonctions corporelles. Le matérialiste, lui, il rejette l'idée que l'esprit et la conscience seraient quelque chose de distinct de la matière. La pensée, c'est le mode d'existence du cerveau. Et la vie elle-même, c'est de la matière qui est organisée d'une certaine manière. Puis la pensée ou l'esprit, c'est la somme totale de l'activité du cerveau et du système nerveux. Et donc l'esprit et le corps ne forment qu'une seule substance. Et cette unité corps-esprit, elle est rendue possible par le fait que la matière porte en elle le potentiel de devenir une matière vivante, organisée, et le potentiel de devenir consciente d'elle-même. Déjà, on le voit dans les particules, les atomes, les molécules, il y a des interactions énergétiques qui permettent d'organiser ensemble les différentes composantes de la matière. Et donc, les particules échangent de l'énergie et forment des relations. Et donc, dans chaque particule est présente, en germe, la tendance de la matière à former des organisations de plus en plus complexes. La vie et la conscience, c'est des propriétés de la matière qui n'ont pas été amenées de l'extérieur, mais qui constituent en fait des expressions nécessaires de la matière en mouvement. Donc, dans son essence, la matière, elle est déjà inclinée vers son auto-organisation en complexité et en conscience. Il y a 4 à 1 million d'années, il y a un autre saut quantique qui est atteint dans le développement des espèces, c'est l'émergence des premiers humains, l'émergence de la conscience humaine. À ce moment-là, la matière devient consciente d'elle-même. Ça, Engels va beaucoup en parler dans son petit texte, le rôle du travail dans la transformation du singe en l'homme. En gros, pour faire une histoire courte, dans les jungles en Afrique, il y avait quelques groupes de singes. Il y en a qui ont été, par la sélection naturelle, il y en a qui étaient plus robustes, qui ont gardé le cœur des jungles, d'autres qui étaient en pourtour. Il y a une troisième branche qui a été exclue des jungles pour la quête de la nourriture. Une espèce plus faible qui avait pas des capacités physiques très très robustes. Et ça, c'est nos ancêtres, qui ont été forcés en dehors des jungles et qui ont dû se promener dans la savane. Qui ont dû... là, dans la savane, c'est dangereux, là. Il y a des animaux qui nous courent après. Puis là, de plus en plus, il faut apprendre à se déplacer rapidement puis à trouver des façons de se nourrir. Et ça va forcer nos ancêtres à devenir bipèdes, hein, parce qu'on marchait sur 4 pattes quand on était dans les arbres. Et puis là, on est forcé à se mettre sur 2 pattes. La bipédie, c'est le saut qualitatif dans l'apparition de l'espèce humaine. Pourquoi? Parce que quand on se met sur 2 jambes, ça libère nos mains. Nos mains sont plus utilisées seulement par la locomotion. Et là, nos mains, on peut les utiliser pour faire autre chose. Et on va les utiliser notamment pour fabriquer des outils, donc produire nous-mêmes nos moyens de production. Et c'est vraiment ça le saut qualitatif dans l'espèce humaine. Et pour produire des outils, ça demande un gros niveau d'abstraction, de réflexion. Hein, juste gosser une pierre taillée,
trouver le bon angle, comment bien la casser, comment la polir, tout ça, ça demande beaucoup d'abstraction, beaucoup de réflexion. L'abstraction, c'est de voir le général à travers le particulier. Donc de dire, mettons, j'ai plusieurs chats devant moi, ben ces chats-là appartiennent à l'espèce chat. Voir le général dans le particulier, voir des chats, des chiens, des oiseaux, puis dire tout ça, c'est des animaux. Donc un autre niveau d'abstraction. Et l'abstraction, elle nous permet en fait de découvrir les lois qui agissent sur les objets et de comprendre aussi les possibilités futures d'un objet. Quand les premiers hommes regardaient la pierre, une pierre qu'ils trouvaient dans la savane, la pierre, c'était pas juste une pierre, c'était un outil en potentiel. Donc c'est ça que permet l'abstraction. Et là, les premiers humains, ce qu'ils ont dû aussi développer, c'est le travail en coopération. Parce que là, tout seul dans la savane, c'est dangereux, tu sais. Fait qu'il a fallu travailler en équipe, produire des outils en équipe. Et ça a forcé les êtres humains à développer un langage. C'est de là qu'émerge le langage par nécessité pour la survie. Fait que là, on a le langage, puis on développe des outils. Mais là, il faut transmettre ces connaissances-là aux prochaines générations. Et c'est là que se développe la culture. Alors, la culture, c'est quoi? C'est une connaissance sociale accumulée. Et Engels va nous dire, d'abord le travail, après lui, puis en même temps que lui, le langage. Tels sont les deux stimulants essentiels sous l'influence desquels le cerveau du singe s'est peu à peu transformé en cerveau d'humain. Donc on voit aussi ce rôle du travail dans le développement de l'enfant. Évidemment, quand on parle de travail chez un enfant, c'est au sens large. C'est une activité pratique, la capacité à transformer son environnement pour répondre à ses besoins. Donc le bébé naissant, il est pas encore conscient de lui-même. Le bébé, il distingue pas la réalité extérieure de lui-même. Il est comme en fusion avec la réalité extérieure. Tout ça, c'est qu'une seule chose. Il y a pas d'ego, il y a pas de moi. Et l'enfant apprend à prendre conscience progressivement de sa propre identité et que le monde est différent de lui, que la mère est différente de lui, par exemple. Et ça se fait notamment à travers la pratique. Et c'est quoi la pratique pour l'enfant? C'est mettre les objets dans ses mains puis dans sa bouche. C'est par la pratique que l'enfant apprend comment le monde fonctionne. Donc le travail, ça a vraiment été, chez l'espèce humaine, la force motrice qui a fait émerger la conscience. Et ça va nous permettre de comprendre le monde, comprendre ses lois, maîtriser ses lois, nous élever au-dessus des lois de la matière. Donc c'est ça un peu la liberté, de prendre conscience des lois du monde. Et le travail, ça nous sépare aussi des autres animaux. Parce que pour les animaux, l'environnement, il est immédiat, il est donné à eux. Mais pour l'humain, l'environnement, c'est quelque chose qu'on peut transformer, altérer, faire à notre image. Et l'abstraction nous permet de se projeter dans le futur, de planifier. Le travail, c'est aussi un processus d'appropriation du monde qui nous entoure, d'appropriation des objets environnants, donc pour répondre à nos désirs, à nos besoins. Et en transformant la nature, on se projette dans la nature. On en fait notre œuvre. Ça veut dire quoi? Assimiler, s'approprier, assimiler, ça veut dire rendre pareil à soi-même. Donc d'incorporer sa subjectivité dans l'objet, pour ensuite incorporer l'objet dans sa propre subjectivité, notamment en le mangeant ou en le contemplant. Et cette transformation, ça se fait de façon collective. C'est le travail social collectif qui permet ça. Et en transformant son environnement social, l'humain se transforme lui-même. Il change sa culture, il change ses conditions d'existence. C'est comme ça que la société évolue. Marx, il disait que la nature qu'on transforme, c'est le prolongement de notre corps. C'est notre corps étendu, non organique. Si par exemple j'ai des vêtements en ce moment, les vêtements c'est le prolongement de ma peau. Mes lunettes, c'est le prolongement de mes yeux. Cette nature qui est pas organique, c'est l'extension de mon corps. C'est aussi une extension de mon esprit. Chaque chose que j'apprends à connaître, c'est une extension de mon esprit par ma connaissance. Chaque chose que je crée, l'œuvre d'art, c'est aussi une extension de mon esprit. Et donc Marx, il nous dit finalement que les objets de la nature qu'on a transformés, humanisés, c'est en fait une partie de la conscience humaine. Autrement dit, la nature intérieure, la nature extérieure devient l'extension de la nature intérieure de l'être humain. Donc ce que l'espèce humaine représente, à travers sa conscience de soi, à travers son activité productive qu'est le travail, c'est en fin de compte un nouveau stade dans le développement de la matière, dans son développement vers la complexité conscience. Notre espèce, ça représente de la matière devenue consciente d'elle-même. Et comme on disait tantôt, c'est un potentiel qui est déjà contenu en germe dans les particules. C'est de là qu'émergent les lois physico-chimiques, à partir duquel émerge la vie, et donc émergent les lois biologiques. Puis de la matière émerge la conscience animale, puis la conscience de soi humaine. Et l'humain est un produit de la nature. L'humain émerge de la nature, est une partie de la nature, et en échange, l'humain agit en retour sur la nature en la transformant, et en quelque sorte, il fusionne avec la nature. Et donc, les lois de la matière ont engendré un être qui est capable de connaître les lois de la matière et d'apprendre à les maîtriser.
Et chacune de nos sciences, c'est une étude des lois particulières de ces stades de développement de la matière. La physique qui étudie les lois physico-chimiques, la chimie qui étudie les lois qui régissent les molécules, la biologie, la psychologie, la sociologie. Et chacun de ces sciences, de ces stades de la matière, a ses propres lois, mais il y a aussi des lois qui sont communes à ces sciences-là. On n'en a pas parlé, ça sera pour une autre fois, mais la question de la contradiction, de l'unité de l'interpénétration des opposés, le changement quantitatif et qualitatif, ça c'est des lois, ce qu'on appelle les lois de la dialectique, c'est les lois du mouvement, c'est des lois qu'on voit dans toutes les sciences, dans tous les stades de la matière. Et donc c'est ça finalement la dialectique. Comme dit Engels, c'est la science des lois générales du mouvement dans la nature, la société et la pensée. Autrement dit, la dialectique, c'est les lois de l'univers transformées en théorie, transformées en philosophie et en science. Ensuite, ce que Marx nous montre, en fait, c'est que le développement de la matière et de l'univers à travers l'espèce humaine a en fait été bloqué, court-circuité par la société de classe. C'est ce que Marx appelle l'aliénation. Le travail humain dans la société de classe, et surtout sous le capitalisme, c'est pas un travail qui est libre, mais c'est un travail forcé. On est dépossédé des fruits de notre travail qui appartiennent aux capitalistes. On est dépossédé de notre activité, de notre travail. On contrôle pas notre travail, c'est le boss qui décide comment on travaille. L'aliénation, ça veut dire quoi? Ça veut dire devenir étranger. On devient étranger à notre activité productive, étranger à notre essence humaine, étranger aux autres êtres humains, on est tous atomisés dans notre société, et étranger face à la nature, parce que le capitalisme, il détruit la nature, c'est ce qu'on voit en ce moment. Il rompt le métabolisme entre l'humain et la nature, comme le disait Marx. Parce que le capitalisme, il nous exploite tout en détruisant la nature. Et donc la nature, c'est plus notre œuvre. Et le travail, il permet plus notre réalisation de soi, mais il est un vecteur de notre exploitation. Et donc, le socialisme ou le communisme, pour Marx, c'est la création d'une nouvelle société, la création d'une nouvelle humanité, démocratique et rationnelle, où on va pouvoir reconstruire ce pont entre l'humain et la nature. Une société qui va permettre à chaque individu de développer ses potentialités intérieures. Et donc, en ce sens-là, il faut comprendre que le socialisme, c'est une prochaine étape dans le développement de l'univers. Une société qui va permettre à l'humain de contempler le monde, d'étudier ses lois et de parfaire sa maîtrise de ces lois de l'univers. Sous le socialisme, la matière consciente d'elle-même va être libérée de ses chaînes. Donc c'est pour ça qu'on lutte, camarades. On lutte pas juste pour avoir une plus grosse portion de tarte, pour avoir une petite augmentation de salaire, c'est pas pour ça qu'on lutte. On lutte parce qu'on veut faire advenir les potentialités qui sont réprimées à l'intérieur de la matière et de l'univers. Et ce qu'on construit, c'est un parti révolutionnaire qui est dirigé par une philosophie, le matérialisme dialectique, qui va permettre à la classe ouvrière de s'émanciper.